Bonsoir à tous, de retour sur notre plateau habituel après avoir été délocalisé toute la semaine dernière à Moselle Open. On décortique l'actualité locale dans la prochaine demi-heure, bien sûr, et il sera largement question d'énergie dans cette édition. Voici les titres de ce lundi 26 septembre. Le groupe militant Bloc Lorrain continue ses actions. Cette fois-ci, il s'agissait de contester la réouverture de la centrale Émile Huchet à Saint-Avold pour cet hiver. Habillés de combinaisons blanches et banderoles à la main, les membres du collectif ont mené une action symbolique à retrouver dans un instant. Le bois de chauffage à la cote et les professionnels livrent des stères sans relâche ces dernières semaines. Mais avec la crise de l'énergie actuelle, la demande est trop forte pour l'offre existante. Les délais de livraison sont donc rallongés. Explication dans quelques instants. Et puis le tournoi de tennis Moselle Open s'est terminé hier et la victoire revient à l'Italien Lorenzo Sonego qui a battu en finale Alexander Bublik 7-6, 6-2. On reviendra bien sûr sur l'événement. Regardons le temps pour demain, ciel nuageux le matin avec quelques averses, des températures qui restent fraîches, 7 à 8 degrés. L'après-midi, la météo se dégrade avec de plus en plus de précipitations, jusqu'à 14 degrés attendus. Et si on a déjà froid maintenant, comment peut-on envisager l'hiver qui arrive avec la crise de l'énergie? Devra-t-on faire face à des coupures d'électricité et de gaz? Une question qui devient de plus en plus concrète. Et on va tenter de faire un état des lieux avec notre invité du jour, Stéphane Kilbertus. Vous êtes directeur général du EM. Bonsoir. Bonsoir. Et on revient vers vous très rapidement, mais avant, on développe les titres. Comme tous les 3 mois, le conseil départemental de la Moselle se réunissait pour sa 3e réunion trimestrielle. Au programme, un gros dossier, celui de la gestion des routes. Le département devrait récupérer 56 km de routes qui appartenaient jusqu'ici à l'État, notamment l'A320 entre Frémin et la frontière allemande, ou encore la RN61 sur 18 km. Mais en revanche, le département refuse la gestion de l'A31 et de l'A30. Une question de cohérence, selon le président Patrick Weyten, qui ne voit pas un département gérer une partie de ces grands axes européens. À l'heure actuelle, M. Weyten ne souhaite qu'une chose, que le projet de l'A31 bis soit enfin lancé et que le tracé soit décidé d'ici la fin de l'année. On l'écoute. Nous avons, nous marquerons au niveau du département la farouche volonté de voir enfin aboutir le dossier de l'A31 bis, qui est vital, à la fois pour les mobilités sur notre territoire, puisque cela déborde sur nos routes départementales, mais aussi vital pour le quotidien de nos concitoyens, de ces 100 000 Mosellans qui vivent tous les matins en partant et tous les soirs en rentrant, qui vivent l'enfer. Donc il faut aller très vite et il faut qu'il y ait un engagement définitif, à la fois sur les tracés, l'enquête publique et ensuite la réalisation de ce chantier. Mais il n'y aura pas un centime de la part du département, c'est pas notre rôle. Personne n'investit avec nous sur les routes départementales. Pourquoi irions-nous investir sur des routes soit européennes, soit concédées donc de la responsabilité privée, soit sur des routes qui doivent continuer à avoir une dimension régionale, voire nationale. Et puis, côté énergie, le département se veut rassurant. En tout cas, au sein des collèges, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Le conseil départemental de la Moselle ayant réalisé un contrat groupé pour tous les collèges, le tarif du gaz n'augmentera pas cette année. En revanche, les collèges ne devraient pas chauffer plus que 19 degrés pour le respect de l'environnement. Et l'environnement, ils en ont fait leur cheval de bataille. Les membres du collectif Bloc Lorrain ont remis le couvert ce week-end à la centrale Émile Huchet de Saint-Avold pour contester la reprise le 3 octobre prochain de la production de la dernière tranche de charbon. Ils ont investi le site pacifiquement. Retour sur cette action symbolique. En toute discrétion, d'étranges personnes déambulent dans un coin forestier tenu secret. Masque sur le nez, gants noirs, combinaisons blanches, ces 18 activistes sont camouflés de la tête aux pieds. C'est à la fois symbolique, ça permet effectivement de pas être trop visible, et puis il y a une symbolique tant dans les luttes sur le charbon en Allemagne et puis dans le nucléaire partout dans le monde. Ça a un gros impact sur le public quand il voit ce type de rassemblement combiné, et ouais, c'est beaucoup plus impactant tout simplement. Un long périple qui mène jusqu'à la centrale à charbon Émile Huchet.
En quelques secondes, le bloc lorrain frappe fort en déroulant une banderole devant un amas de charbon. On a associé un petit peu charbon, nucléaire, enfin les énergies fossiles et puis ce qui nous semblait être vraiment des choses contre-indiquées pour résoudre les problèmes de la crise climatique. Donc le charbon effectivement par les émissions de CO2 et puis le nucléaire parce que c'était une fuite en avant qui était trop tardive, coûteuse et hyper dangereuse aussi. Donc il faut toujours tabler sur les deux fronts à mon avis pour se faire entendre. Se faire entendre pour dénoncer la réouverture de la centrale le 3 octobre prochain, 7 mois après avoir été fermée. L'objectif du gouvernement, produire de l'électricité pour faire face à la pénurie, une position qui ne passe pas chez les militants. Il y a 600 000 tonnes de charbon qui vont être brûlées pendant l'hiver et le charbon vient donc d'Amérique du Sud, d'Afrique du Sud, d'Australie. Ça transite en plus par Rotterdam, donc c'est un impact écologique énorme. Et nous ce qu'on dénonce c'est qu'on peut faire des économies au lieu de relancer le charbon. Avec cette opération symbolique qui s'est déroulée sans encombre, le bloc lorrain espère que son cri d'alarme sera entendu par la population. Et quand on parle d'environnement, on parle aussi de gestion des déchets. Pour la première fois depuis 3 ans, le centre d'enfouissement et de valorisation de Tétin-sur-Nied a ouvert ses portes au public ce samedi. Près de 150 personnes sont venues en apprendre davantage sur les techniques d'enfouissement des déchets, un moyen d'informer les habitants voisins, mais aussi de casser les idées préconçues. Chaque jour, plus de 100 camions déchargent des déchets ménagers déjà triés et contrôlés dans cette fosse. Avant d'enfouir les déchets, il y a toute une série de travaux de préparation qui sont faits. C'est-à-dire qu'on va faire des terrassements et on va également protéger en fin de compte l'environnement, notamment les sols, par de la membrane. Et on a ensuite un engin qui est en train de prendre les déchets et qui va les régaler sur des zones d'à peu près 50 cm qu'on voit derrière nous. Une fois tassés et broyés par les roues métalliques de ce compacteur, les déchets vont se décomposer, fermenter et former du biogaz. Cette technique de production d'électricité a été expliquée exceptionnellement à plus d'une centaine de visiteurs, l'occasion de rassurer les habitants voisins venus en grand nombre. J'étais étonnée qu'il y ait peu d'odeur, ça m'a étonnée. Après le reste, je connaissais un petit peu le principe du biogaz, de voilà ce qui se passait après avec les déchets, mais c'est toujours bien de le voir en vrai en fait. Je trouve que c'est rassurant de savoir où ça va, ce qu'on en fait. Au début, tout allait sur la décharge, tandis que maintenant il y a quand même beaucoup de tri, ce qui est une bonne chose. Le centre enfouit plus de 200 000 tonnes de déchets issus des foyers mosellans et alsaciens chaque année, un chiffre considérable qui permet de sensibiliser les plus jeunes. Je suis essentiellement venue pour montrer le site à mon fils qui a 5 ans et qui me demande régulièrement que deviennent nos déchets, où vont les sacs qui sont dans nos poubelles. Je pense que c'est important de montrer tout ça aux enfants et de sensibiliser parce qu'il faut leur faire comprendre que les déchets ne disparaissent pas comme ça par magie, qu'il faut les traiter et donc forcément ça pose un souci de logistique et du coup peut-être qu'en voyant ça on pourra éduquer nos enfants à produire moins de déchets, à se responsabiliser. À l'heure où les inquiétudes grandissent sur l'écologie et la production d'énergie, ces portes ouvertes ont fait comprendre aux citoyens que chaque geste compte. Autre question, y aura-t-il assez de bois pour cet hiver? Rien n'est certain. Face à l'augmentation du prix de l'électricité, beaucoup de particuliers se tournent vers le bois de chauffage. Résultat, les professionnels sont à la limite de la pénurie. Reportage d'Emma Facchetti. Pour passer l'hiver au chaud, ce couple a commandé 4 stères de bois. On a une belle cheminée, un beau cheminée, donc un grand poêle. Donc on a toujours utilisé le bois, pas seulement pour l'énergie, mais aussi parce que c'est plus agréable et puis la chaleur elle est mieux diffusée. Des livraisons comme celle-ci, Jérôme en réalise plus d'une trentaine par jour. Là on est entre 5 et 10 personnes par jour. Et l'année dernière à cette époque, on était à 5, 6. Ce livreur parcourt les routes de Moselle à un rythme effréné. Et pour cause, la demande en bois de chauffage a explosé depuis juin dernier. Plus 50% en seulement un an. Beaucoup de nouveaux clients en ce moment. Ils ont peur de l'augmentation du gaz, voire la coupure et l'augmentation de l'électricité. Beaucoup de nouveaux clients et beaucoup d'anciens clients qui avaient arrêté le bois parce que c'était trop contraignant, qui s'y remettent parce qu'ils se disent qu'ils ont peur pour le gaz. Résultat,
Pour approvisionner ses clients, l'entreprise a revu à la baisse ses volumes de livraison. Pas plus de 6 terres par personne. Il y a beaucoup de demandes, beaucoup de personnes qui veulent du bois et les stocks sont au plus bas. Donc si des clients commandent maintenant, ils seront livrés que fin décembre. Les délais de livraison s'allongent et les prix aussi. Une stère de bois coûte désormais 10 € plus cher qu'en juin dernier. Le séchage est au gaz. Donc si le gaz augmente, on est obligé d'augmenter nos tarifs. Alors face à l'augmentation des prix du gaz, les tarifs ne sont pas près de baisser avant la fin de l'hiver. Et pour ceux qui n'auraient pas de stère de côté pour se chauffer cet hiver, devront-ils se serrer la ceinture? Eh bien, on répond avec notre invité du jour. Stéphane Kilbertus, la question que tout le monde se pose, vous l'avez entendu, devra-t-on faire face à des coupures sur le réseau électrique et le réseau gaz? Alors, évidemment, avant de répondre à votre question, il faut peut-être rappeler pourquoi on est dans cette situation-là. Alors, sans rentrer dans le détail de toutes les étapes, vous savez qu'on est sorti de la crise Covid avec un regain d'activité qui a provoqué une surconsommation, notamment au niveau du gaz. Et là, on a des prix qui sont partis à la hausse, je dirais, dans la deuxième moitié de l'année 2021. À la fin de 2021, s'est rajouté des problèmes sur des centrales nucléaires de l'opérateur national qui ont été mises à l'arrêt pour des raisons de maintenance ou de réparation. Ça a accentué le problème, qui a encore été accentué par le début de la guerre en Ukraine, qui a provoqué des tensions sur le gaz, et on en arrive effectivement à la situation où on est aujourd'hui. Alors, pour répondre à votre question, on peut espérer que l'ensemble des efforts qui sont faits, la solidarité européenne avec l'Allemagne, un certain nombre d'actions chez des gros industriels vont permettre d'éviter les coupures aux particuliers. Néanmoins, par exemple, notre gestionnaire de réseau Reseda s'y prépare. Ça sera des coupures courtes de 2 heures, tournantes dans la journée, mais vraiment, on espère que ça sera évité autant que faire se peut. Alors, vous avez rappelé toutes ces actions en cascade qui ont fait qu'on en est là aujourd'hui, mais on ne peut pas dire que le problème est tout récent, puisque déjà avant la crise en Ukraine, il y avait ce souci-là de hausse de prix déjà pour l'hiver 2021. Oui, tout à fait. Ça a déjà commencé en hiver 2021. D'ailleurs, le gouvernement l'a bien compris puisqu'il a mis en place des boucliers tarifaires dès l'hiver ou dès le début de l'année 2022 pour ce qui concerne l'électricité. Vous avez raison de rappeler que ce n'est pas la guerre en Ukraine qui a provoqué cette hausse de prix, elle l'a accentuée, mais le phénomène est un peu plus profond effectivement. Alors, les particuliers seront peut-être un petit peu plus épargnés avec le bouclier tarifaire que vous précisiez juste à l'instant, mais il y a quand même encore les collectivités et les entreprises qui, elles, pour le moment, ne vont pas être épargnées du tout. Alors, tout à fait. Je veux être rassurant pour les particuliers, même si vous avez entendu qu'il y aura des hausses au début de l'année 2023. Le gouvernement évoque le chiffre de 15%, qui est peut-être un peu effrayant comme ça, mais il faut savoir qu'au regard de la réalité d'augmentation des coûts qui devrait être à 50-100%, c'est déjà limité. Donc on ne peut que conseiller aux clients, notamment en électricité, qui sont protégés par les tarifs réglementés publics, d'y rester. Ça, c'est la question numéro 1, enfin la précaution numéro 1. En ce qui concerne effectivement les entreprises et les collectivités, notamment les plus grosses, puisque je rappelle quand même que les plus petites peuvent encore bénéficier des tarifs régulés. Et donc la première question à se poser, c'est déjà, est-ce que je peux en bénéficier ou pas? Si ce n'est pas le cas, là, on a 2 catégories. On a des clients qui ont été très prudents et qui ont signé il y a déjà longtemps, qui ont couvert l'année 2023 et qui, j'allais dire, vont être protégés encore pendant au moins 1 an. Et puis il y a ceux qui sont malheureusement assez nombreux, qui n'ont pas encore signé et qui vont devoir maintenant se décider. Alors, on signe quand, justement? Quand on n'a pas encore de contrat d'énergie, est-ce qu'il y a un bon moment? Alors, il y a toujours un bon moment. Ici, la situation est un petit peu quand même compliquée par les annonces qu'a fait le président Macron la semaine dernière, puisqu'il a annoncé que la communauté européenne et derrière le gouvernement français allait prendre des décisions. Alors, de quoi peut-il s'agir? Ça peut être probablement un plafonnement du prix du gaz pour produire de l'électricité. On en parle beaucoup, ça a déjà été expérimenté en Espagne et ça fonctionne. Ça peut être le retour de tarification publique pour les PME aussi. Ça pourrait être une autre solution de permettre à des entreprises, à plus d'entreprises, d'accéder ou d'être protégées pendant au moins l'année 2023 avec des tarifications régulées. Donc je dirais,
Ce qu'on conseille aujourd'hui aux entreprises ou aux collectivités locales qui ne sont pas encore protégées, c'est d'attendre quelques jours. Normalement, il y a des rendez-vous européens à la fin de cette semaine et au début de la semaine prochaine, mais on peut penser qu'on y verra plus clair après ces 2 rendez-vous. Vous, à votre échelle, que pouvez-vous faire pour les entreprises? Alors, les particuliers peuvent renégocier leur contrat, ce n'est pas le cas pour les entreprises et collectivités. Alors, les particuliers, je leur conseille surtout de ne rien changer, de rester protégés par leur tarification. S'ils sont dans une tarification fixe, par exemple, qui a un prix élevé, il ne faut pas hésiter à nous interroger de savoir s'ils peuvent revenir aux tarifications réglementées électricité. Pour les entreprises, ce qu'on peut faire, c'est effectivement leur proposer des contrats de plus longue durée. Il faut savoir que dans les prix, on a des projections sur 3 ans. Donc on sait aujourd'hui, on a des prix pour 2023, 2024, 2025. Et les prix de 2024 et 2025 sont élevés, mais beaucoup moins élevés que 2023. Et donc ça peut, pour une entreprise, permettre de fixer son prix et puis éventuellement de le lisser sur ces 3 années. Temps. Et puis, évidemment, on apportera tout le soutien nécessaire aux entreprises pour les aider à payer ces factures, à étaler dans le temps éventuellement des factures 2023 qui seraient probablement trop élevées pour elles. Alors concrètement, pour terminer, on ne doit pas s'attendre à s'éclairer à la bougie ni à se chauffer par ses propres moyens. Non, je pense que pour le chauffage, je vous invite tous, comme vous l'avez indiqué dans les précédents reportages, à la modération. Je pense que cette modération, elle sera très répandue. On a d'ailleurs commencé une campagne de communication depuis quelques jours pour rappeler aux usagers quels sont les conseils simples pour limiter ces consommations. Et peut-être un petit stock de bougies, mais vraiment, n'en achetez pas trop, c'est pas nécessaire. Merci beaucoup Stéphane Kilbertus d'avoir éclairé nos lanternes. On espère bien sûr qu'elles resteront allumées. Dans l'actualité, toujours la reprise de l'école depuis 3 semaines maintenant, on ne vous apprend rien. Mais pour certains jeunes, retourner en classe est synonyme d'angoisse et n'ayons pas peur des mots de phobie scolaire. Alors c'était d'ailleurs le thème d'une conférence donnée au lycée Louis-Vincent de Metz ce samedi. Un rendez-vous à l'initiative des élèves, de l'établissement et de la fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques. L'objectif, proposer des outils pour lutter contre cette phobie et la déceler, bien sûr. On écoute tout de suite Christelle Schnitzler, vice-présidente de l'association Phobie Scolaire, qui nous donne quelques clés. Quand on se pose la question de la phobie scolaire, c'est plutôt au niveau de tout ce qui est réaction au niveau du corps. Les jeunes vont beaucoup parler de tout ce qui est maux de ventre, maux de tête, ça peut même aller jusqu'au vomissement. C'est bien souvent des réactions très fortes au niveau aussi angoisse, des crises d'angoisse, des pleurs. Alors ça peut être au moment où ils se retrouvent devant la porte de l'établissement et ça peut aussi, quand ça continue, on va dire, c'est surtout la répétition. Si c'est quelques jours au moment de la rentrée et que ça passe, voilà, c'est quelque chose qui peut faire partie de la norme. Mais à partir du moment où ça se prolonge, qu'on parle en semaines, voire mois, là, il faut se poser de sérieuses questions. Et en fin de compte, la première chose à faire, c'est aller vers l'établissement, créer le dialogue. Dire là, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut qu'on en parle. Alors nous, on invite très rapidement à demander une réunion d'équipe éducative pour justement déclencher un plan d'accompagnement adapté pour le jeune. À l'école comme en dehors, l'activité physique et sportive est plus que conseillée. Alors c'est parti pour une bonne dose de sport sur le plateau avec Baptiste Deveau. Alors Baptiste, pour démarrer cette chronique, Moselle Open oblige, c'était l'événement majeur de la semaine dernière et la finale ce week-end. Finale du tournoi qui a été remportée par Lorenzo Sonego, l'Italien a battu le Kazakh Alexander Bublik en 2-7, 7-6, 6-2. Et oui, Lorenzo Sonego a remporté le Moselle Open 2022 dans un match d'abord incertain, puis à sens unique avec le spectacle offert par Alexander Bublik lors du deuxième set, pardon. Il a vraiment craqué dans ce deuxième set. Retour sur cette semaine et la finale parfaite de l'Italien Lorenzo Sonego avec ce reportage préparé par Anne-Sophie Gross. C'est une passation de pouvoir entre le triple vainqueur Jo-Wilfried Tsonga et Lorenzo Sonego, fan absolu du français et premier vainqueur italien sur les terres messines. Lorenzo Sonego, 44e joueur mondial et peu habitué à écumer les cours jusqu'au dimanche. Mais cette semaine aux arènes, l'Italien n'a pas uniquement remporté son 3e ATP de sa carrière. Il a marqué de son empreinte cette 19e édition. Il a dominé la semaine sans perdre aucun set, a éliminé en demi-finale le tenant du titre Hubert Hurkacz. Rien que ça. I didn't lose
Oui, effectivement, je n'ai perdu aucun set durant mes matchs. Et j'ai bien servi durant ce tournoi, je suis satisfait. J'ai beaucoup travaillé avec mon équipe et je suis vraiment content du résultat. En finale, l'Italien a su garder la tête froide, que ce soit en début de match où Alexander Bublik dominait les débats, lors du tie-break où Lorenzo a éteint son adversaire et au moment de breaker pour la deuxième fois face au Kazakh. Un Bublik en plein craquage qui faisait le show aux arènes de Metz. Une maîtrise, un sang-froid et une semaine sans faute pour s'imposer en 1h30, 7-6, 6-2. C'était vraiment chouette, j'aime bien Metz. J'ai joué de bons matchs et en plus j'ai gagné le tournoi, donc je suis vraiment content. Ce n'était pas facile cette année, mais maintenant je n'ai plus qu'à profiter de cette victoire. Lorenzo Sonego empoche ainsi en indoor le 3e titre de sa carrière, le 3e sur une surface différente après Antalya en 2019 sur gazon et Cagliari en 2021 sur terre battue. Oui, je compte bien revenir l'année prochaine parce que j'aime bien ce tournoi et j'aime la ville. Et Baptiste, vous ferez le bilan de cette 19e édition du Moselle Open demain à 18h30 pour Moselle Sport. Le vainqueur Lorenzo Sonego vous a accordé un entretien exclusif. Et oui, Lorenzo Sonego, le vainqueur, et Julien Bouter, le directeur du tournoi, seront mes invités demain dans Moselle Sport. Avec eux, j'évoquerai bien sûr cette magnifique édition, l'une des meilleures depuis la création du tournoi en 2003. Alors on passe à la suite avec un autre exploit, celui de Metz Handball. Les Dragons se sont imposés 28-24 face à Győr. C'est la 3e fois de leur histoire que les Messines battent les Hongroises, vice-championnes d'Europe. Et oui, Urani, la date du 24 septembre 2022 est à inscrire au fer rouge, puisque pour Metz Handball, c'est l'un des plus beaux exploits de son histoire. Déjà, battre Győr chez lui devant 4000 personnes, c'est un exploit. Et en plus, attention à noter que Metz Handball a fait tomber pour la première fois depuis 7 ans Győr chez lui en Ligue des Champions, donc c'est vraiment un record qui tombe à cause de Metz Handball. Et je vous propose de revivre cette victoire de Metz Handball avec ce reportage préparé par Ghislain Schumacher. Bruna de Paola peut exulter. Metz Handball vient d'écrire une nouvelle page de son histoire avec cette somptueuse victoire 28-24 face à Győr. Non, je crois que c'est la tactique mise en place, c'est la qualité du groupe avec des joueuses qui ont quelque chose tout à prouver. On attendait en fait depuis longtemps à s'étalonner devant une très très grosse équipe et les filles ont voulu voir. Je pense quel était leur niveau exact. Maintenant on sait. Pour moi, nous méritons cette victoire. Nous avons fait un gros travail et je ne pense pas que ce soit un miracle. Nous avons mis en place et respecté tout ce que le coach avait demandé. Nous avons été disciplinés. Nous méritons cette victoire et je suis très fière de mon équipe. Ce sont les deux sentiments qui prédominent. Je suis heureuse qu'on ait gagné de cette manière. Les Dragons ont fait déjouer les quintuples vainqueurs de la Ligue des Champions, méconnaissables, avec un schéma tactique parfait, une défense infranchissable et une Chloé Valentini impérieuse avec 7 buts sur 8 tentatives. La chose la plus importante dont on a parlé est la défense. Quand vous sortez ces joueuses de leur confort, quand vous cassez leur rythme, quand elles ne sortent pas lors de 2 ou 3 actions, elles commencent à stresser. Plusieurs d'entre elles n'arrivaient même pas à faire une passe basique parce qu'on les forçait à hésiter en étant agressives. C'était très dur pour elles. Pourtant, avant la rencontre, des doutes subsistaient. L'équipe de Manu Mayonade est tout d'abord en pleine reconstruction après les départs de certaines cadres en quête d'expérience puisque l'effectif compte de nombreuses jeunes joueuses. Il ne faut pas non plus oublier que les Messines avaient enchaîné un nombre incalculable de déplacements juste avant l'affrontement face à Győr. Mais force est de constater que le staff et Thierry Weisman avaient anticipé et offert aux Dragons toutes les clés pour s'imposer. Non, le club n'a pas pêché dans l'organisation du déplacement avec des voyages en avion, avec 8 jours d'hôtellerie. Par contre, ça pêche financièrement pour le club parce que c'est une semaine qui me coûte 50 000 € de voyage, transport, etc. Et on a fait effectivement une semaine idéale. Franchement, avant le départ, si j'avais pu penser à ça, j'aurais dépensé l'argent plus volontiers encore. Je pense qu'elles n'attendaient pas ça de nous, elles n'avaient pas réalisé.
Oui, nous sommes une jeune équipe. Metz a perdu des joueuses après la dernière saison et elle pensait que nous serions plus faibles. Mais je pense que le coach et toute l'équipe ont montré que Metz reste Metz. Les joueuses d'Emmanuel Mayonnaade signent une victoire historique et prennent la tête de leur poule en doublant les Hongroises. Et on a appris ce matin que l'ancienne demi-centre de Metz Handball, Méline Nokandi, est indisponible plusieurs mois. Oui, c'est un sérieux coup dur pour Méline Nokandi et pour l'équipe de France. Méline Nokandi s'est blessée ce week-end au genou gauche lors de la dernière journée de championnat face à Plan de Cuc. Elle va malheureusement manquer le championnat d'Europe prévu au mois d'octobre avec l'équipe de France. Toujours en handball, Sarrebourg a enfin remporté son premier match de la saison. Les hommes d'Arnaud Calbry se sont imposés sur le terrain de Valence. C'était le choc entre les deux lanternes rouges de Pro League. Ces deux équipes étaient à la recherche de points. Et ce combat entre les deux formations a tenu toutes ses promesses en termes d'engagement et de scénario. Sarrebourg, sur les images en blanc, a été plus efficace face au but et a globalement perdu moins de ballons. Mais les Sarrebourgeois manquent de constance. C'est un point sur lequel il faudra travailler pour gagner plus de matchs sur cette saison en Pro League. Football maintenant, ce week-end se disputait le 4e tour de la Coupe de France pour les joueurs amateurs. Et je vais vous donner quelques résultats. Tout d'abord, Forbach, pensionnaire de R1 de Régional 1, a battu 3-0 Morange. Sarrebourg, toujours en R1, a éliminé Faribesviller, pensionnaire de Division 1. Nousviller s'est incliné face à Verny. Et enfin, Villerup a gagné 6-0 face à Morvillers. Et puis pour terminer, du basket. Dans le cadre de la 3e journée de National 2, les Metz Canonniers se sont imposés difficilement face à Cambrai. Une victoire au bout du suspense, 77-74. C'est une deuxième victoire consécutive à domicile et le lancement d'une série pour les Metz Canonniers avant d'aller partir à la rencontre de la Charité Basket. Metz a régulièrement creusé l'écart dans cette rencontre, mais l'équipe a vite dilapidé ses acquis avec la même régularité. À noter le très bon match de Loïc Akono qui a inscrit 23 points. Merci beaucoup Baptiste pour tous ces points. Bonne nouvelle pour les petits comme pour les grands. Après 3 ans d'inactivité, le petit train du Jardin botanique de Metz circule de nouveau. Créé en 1978, le train est devenu un équipement mythique du Jardin botanique. Son parcours de 540 mètres vous permet de faire le tour en 5 minutes à 4 km/h. Il roulera du 24 septembre au 6 novembre de 14h à 18h au prix de 2,50 € le ticket. Et merci de nous avoir suivis, c'est tout pour l'actu, mais votre soirée ne s'arrête pas là, puisque juste après, vous pouvez retrouver Graouli Mag. Très belle soirée à tous.